Donc là, personne ne va rien dire à ce scandale. Vous l'avez juste devant vous. The Best a officiellement été élu. Le 11 aussi par la même occasion. Donnarumma, Hakimi, Pacho enfin respecté. Van Dijk, Nuno Mendes, correct jusqu'ici. Et là les gars, Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri. 1000 fois mérité pour Pedri et Vitinha. Mais je suis désolé. Et madrilène. Qu'est-ce que Bellingham fout devant Joao Neves? Qu'est-ce que Palmer fout devant Rafinha? On finit avec l'attaque Dembélé, Yamal. Mais à un moment donné, quand est-ce que cet homme va être respecté? L'image du Barça. La tête d'affiche du Barça. L'homme sans lequel le Barça n'est plus pareil. Le leader du Barça. C'est tellement une dinguerie les gars, mais qu'est-ce qu'il doit faire? On s'en sort bien, Dembélé prend le The Best. Mais fort heureusement. C'est quand même hallucinant à quel point. Vraiment cette saison en tout cas, Dembélé, il a absolument tout pris les gars. C'est une dinguerie. Il a rien laissé à personne pour le coup. Mais au final, encore une saison qui passe et où la satisfaction n'a pas été pleinement au rendez-vous. Ni Ballon d'Or, ni The Best. Il y a encore des imperfections malheureusement. Même si le plus important est, comme je l'ai déjà dit, The Best et Ballon d'Or pour Dembélé, bien évidemment. Attendez. Dembélé a remporté le trophée The Best. Ok, y a pas de problème, c'est mérité. Il a pris le Ballon d'Or la saison dernière avec Paris, il a tout remporté. Passons. Maintenant, s'il vous plaît, regardez le top 3 du trophée The Best. Dembélé, Yamal et Kylian Mbappé. Rafinha, dans sa tête, là, actuellement, il doit penser à des trucs de malade, les gars, j'ai même pas envie d'imaginer. Et vraiment, il doit avoir des pensées, les gars, ça doit être noir. Voici le 11 officiel The Best qui est sorti du coup aujourd'hui. Comme on peut le voir, parmi ce 11 figure Donnarumma, Mendes, Van Dijk, Pacho, Hakimi, Pedri, Vitinha, Bellingham, Palmer encore une fois, alors qu'avec tout le respect, Rafinha devait être à sa place. Dembélé et Yamal. Pour Yamal et Pedri, bien évidemment, je suis content car ces deux Barcelonais, en plus de ça, au vu de leur saison dernière, c'est mérité. Mais Rafinha, les gars, en fait, j'ai même pas les mots carrément. Au vu de sa saison dernière, comment est-ce que vous m'expliquez qu'il ne soit même pas dans le 11 FIF Pro ou même pas top 3 parmi les joueurs qui devaient remporter le prix? Parce qu'au départ, concernant le Ballon d'Or, on nous a dit que c'était les journalistes qui votaient, du coup, on n'avait pas notre mot à dire, etc. On a accepté. Après ça, il y a eu l'histoire du classement FIF Pro qui apparemment est voté par les joueurs du monde entier, ou certains joueurs de football, etc. Et encore une fois, on n'a pas eu de Rafinha. Et ce soir, dans le 11 The Best, encore une fois, on n'a pas de Rafinha. Supplément, ils l'ont même pas mis dans le top 3 et à la place, ils ont mis Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, au passage, qui a fait une très grosse saison et je vais rien lui enlever. En aucun cas, sa saison dernière, elle est meilleure que celle de Rafinha. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Les gars, je l'avais pas vu depuis la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Le retour d'Ousmane Dembélé qui vient encore une fois prendre un trophée. Alors il est conscient et on est tous conscients qu'une année comme il a fait l'année dernière, il en fera qu'une dans sa vie. Mais cette année, il a rien laissé à personne. Quand vous voyez son palmarès, il y a même des big légendes du foot sur une année, ils ont jamais fait ça. Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions, Ballon d'Or 2025, meilleur joueur de l'année 2025 au trophée The Best. Et il est d'ailleurs dans l'équipe de l'année où, je le répète, cette équipe c'est une honte. Il y a pas Rafinha dedans, il y a Palmer, il y a Bellingham. Bref, on va rien dire. Mais c'est mérité encore une fois pour Ousmane Dembélé. Bon, ce trophée, il y a d'autres joueurs qui auraient pu le gagner, comme Achraf Hakimi, comme Yamal, comme Rafinha, comme beaucoup d'autres joueurs. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose? C'est comme Benzema en 2022, les gars, Dembélé, il y a personne qui peut rien dire sur l'année 2024-2025. Ça a été le joueur le plus important de son équipe. Dans les grands moments, dans les moments clés, il a su faire la différence. Bon, il y avait Hakimi, il y avait tout un collectif aussi autour. Hein. Il y a d'ailleurs son entraîneur qui est nommé meilleur entraîneur de l'année. Et franchement, juste avec ça, on peut dire qu'il rentre dans la légende et qu'il rentre dans la légende du club en tout cas. Alors ça, c'est scandaleux. La cérémonie du FIFA The Best 2025 vient de se terminer, les amis. Et on connaît désormais le grand vainqueur qui est Ousmane Dembélé. Clairement, cette année n'a rien laissé à personne. Ça, c'est la définition de l'unanimité. Sauf que les amis, aujourd'hui, encore une fois, Rafinha n'a pas été respecté. Lui qui, avec sa femme avant la cérémonie, ont incité les gens à aller voter pour lui. Malheureusement, malgré tous ces efforts-là, il n'a pas été élu FIFA The Best. Pour ce trophée-là, à la limite, c'est pas grave. Ils l'ont donné au Ballon d'Or, y a pas de souci. C'est mérité. Sauf que les amis, regardez ce qu'ils ont fait. Voici le 11 FIFA The Best 2025. Comme vous pouvez le voir, les amis, le trophée du meilleur gardien de l'année revient à Donnarumma. Il fait donc partie du 11. En défense centrale, on a Van Dijk et Pacho. Enfin, on voit Pacho apparaître dans l'une de ses récompenses. J'avais l'impression que tout le monde l'avait oublié. Ensuite, au poste de latéraux, on a les deux latéraux du Paris Saint-Germain, Mendes à gauche et à droite Hakimi. Totalement mérité pour le coup. Ensuite, en double pivot, les amis, on retrouve Vitinha et Jude Bellingham. Personnellement, j'aurais pas mis Jude Bellingham, je sais même pas ce qu'il fout là. On se dise la vérité, hein, c'est pas parce qu'il est madrilène que voilà. Qu'est-ce qu'il fout là? Même Joao Neves mérite d'être à sa place ici. Et c'est pas tout, au poste d'ailier droit, regardez qui ils ont mis encore. Cole Palmer. Alors lui, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Déjà que le gars il a terminé 8ème au Ballon d'Or, ça n'a pas suffi aux gens. Non. Il fallait encore le mettre ici. Et au poste d'ailier gauche, les amis, ils ont mis Pedri. Pourquoi pas mettre Pedri à la place de Bellingham et mettre Rafinha?
Qu'est-ce que Rafinha vous a fait? Franchement, j'ai comme l'impression qu'ils ont quelque chose contre les Brésiliens. Comment Jude Bellingham apparaît là et pas Rafinha avec la saison de malade qu'il a sorti? Et pour terminer les amis, les deux attaquants, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, totalement mérité pour eux. Et Rafinha les amis, comment c'est possible qu'il n'y apparaît pas? Cette année-là, ils lui ont tout volé. Il me fait trop de la peine. Ousmane, t'as gagné ce soir. Mais t'as pas gagné. Il y en a qui voulaient pas que tu gagnes. Regardez le vote des gens proches de Dembélé. Premier problème, Achraf Hakimi. Premier vote, Kylian Mbappé. Deuxième vote, Ousmane Dembélé. Dembélé n'est pas premier. Alors que Dembélé a joué avec lui durant toute la saison. Il a vu les performances de Dembélé. Il a été témoin. Troisième place, Rafinha. Hakimi t'a trahi. Mais si ce n'était que lui, si ce n'était qu'Hakimi, parce que Ousmane, il y a aussi cet homme, Didier Deschamps, qui ne t'a pas soutenu jusqu'au bout. Vote numéro 1, Kylian Mbappé. Vote numéro 2, Ousmane Dembélé. Vote numéro 3, Achraf Hakimi. Ousmane. Il y a des gens qui jouent contre toi. Mais heureusement que des gens comme Marquinhos, capitaine courage, seront toujours là derrière toi. Et seront reconnaissants envers cette première étoile que tu leur as ramenée. Ousmane Dembélé, première place. Rafinha, deuxième place. Achraf Hakimi, troisième place. Voilà. Bon, je sais pas ce qu'il en pense, lui, personnellement. De toute façon, il a gagné le trophée The Best. Mais à sa place, voir des gens comme Hakimi ou des gens comme mon sélectionneur ne pas me soutenir à 100%, moi j'aurais mal, les gars. J'aurais mal. Parce que l'entourage proche, il est censé tout le temps te tirer vers le haut. Tout le temps. Je suis choqué. Le vote d'Achraf Hakimi pour le trophée de The Best vient de sortir. Ayant absolument tout raflé cette saison, comme vous le savez, Ousmane Dembélé vient de le remporter. Top 3 Rafinha. Top 2 Dembélé. Top 1 Kylian. Non. Même Deschamps, et à quel point on sait il aime Mbappé. Il a pas osé. Il a mis Dembélé. C'était tout ce qu'il fallait pas faire. Non, j'ai déjà commencé à voir les réactions que ça a sollicité. Parce que là, en continuité, ça va automatiquement alimenter ce qui était déjà présent concernant le Ballon d'Or. Ils vont venir dire que Hakimi est tout simplement jaloux, alors que Mbappé aussi était éligible. Bon, pour le coup, il figure pas dans le top 11, pour le coup. Mais respectons tout de même son année, les gars. Non, en vrai, j'ai essayé, mais... Au pire, c'est juste son meilleur pote, c'est tout. Voilà, il a voulu voter pour son meilleur pote qui va dire quoi. En tout cas, j'espère vraiment que ça va pas plus alimenter les polémiques. Parce qu'au lieu de se soutenir comme des frères, hein, quand ces deux camps-là, ils s'affrontent, c'est terrible, les gars. Ousmane, fais comme si t'avais rien vu. C'est son meilleur pote. C'est Wuldo. Voilà. C'est Wuldo, donc c'est pardonné. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup l'aspect d'avoir mis Rafinha en 3ème place, comparé à beaucoup d'objectivité. Parce que Miskin, là, dans ce trophée, il a carrément été oublié par tout le monde. La vraie question que je me pose match après match, c'est le Barça qui est mauvais ou c'est les équipes qui affrontent le Barça qui donnent tout quand elles nous affrontent? Non les gars, faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Quand tu sais que cette équipe, elle se fait taffer dans son championnat, c'est une Détroit. Quand tu regardes la série des matchs de Francfort, la série des matchs de Chelsea, même celle du PSG après nous avoir affrontés, les gars, faut se poser des questions. Même la série de Madrid après nous avoir affrontés. Faut qu'on se pose des questions. Enfin bref, ils ont tout donné déjà la première mi-temps. J'ai pas compris Flick. Son choix entre mettre Rashford en 9 et Fermin à gauche, alors que l'inverse aurait été mieux. Il l'a fait en deuxième mi-temps, c'était meilleur. Ma seule satisfaction du match, c'est que Bernal revient en forme petit à petit. Dommage qu'il ait eu carton jaune alors qu'on fait faute sur lui. De Jong, si tu te méfies pas, il y en a un qui arrive en méchant. Déjà qu'il y a Eric Garcia, il y en a un autre qui arrive en méchant. Christensen aussi, énorme match pour moi, c'est lui l'homme du match. Car c'est lui qui nous sauve sur un tac, sinon il y avait un 1v entre Ter Stegen et l'attaquant. En plus de ça, il est buteur sur une superbe passe de Jong, c'est d'ailleurs la meilleure action de son match. Quand Rashford décide d'arrêter de faire des petits plats du pied tout timide et que sur une super passe de Lamine, il comprend qu'il peut éliminer le gardien et frapper du gauche, bah bizarrement ça fait but. Il a fait 2 plats du pied du droit, il a pas marqué. Enfin bref, rendez-vous en 8ème, c'est un match à oublier. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat en une. Les Barcelonais, vous avez pas honte? Contre Guadalajara, je pensais que c'était une équipe mexicaine. Mais au final, c'est espagnol. 2-0 simplement. Seulement. Dites-vous les gars, j'ai même utilisé une intelligence artificielle VisiFoot qui calcule les statistiques, vraiment tout, pour savoir si le FC Barcelone a la possibilité de perdre le match. Ouais, contre Guadalajara, une 3e division qui joue le maintien. Les gars, même l'intelligence artificielle, elle a pas eu confiance en vous. Les gars, c'est une dinguerie. 33%, 33%, 33% sur tous les scénarios possibles dans un match. Ça pour vous dire que j'ai été assez déçu de certains comportements dans le match. Je veux pointer Lamine Yamal. Ouais, Lamine Yamal, j'ai pas trop aimé. Il était nonchalant. Vous voyez, si ça avait été Kylian Mbappé, vous auriez tous dit, ouais, il se prend pour qui? Il fait le mec. Là, aujourd'hui, pour moi, Lamine Yamal, c'était pas assez. Il s'est fait grave par son vis-à-vis. Au moment défensivement, j'ai senti que le Barça était fébrile là aujourd'hui. On va laisser le bénéfice du doute. Ils ont joué dans un terrain compliqué.
C'est compliqué de jouer contre le football amateur, mais quand même, ça joue quand même le maintien. Et 2-0, c'est inadmissible, hein. En première mi-temps, les gars, il y avait 0-0. Jusqu'à la 76e minute, le FC Barcelone n'a pas marqué. Et en plus, c'est sur un but de la tête, mais vraiment hyper brouillon. Les gars, c'était brouillon. Et oui, il faut le dire. C'est qu'à la 90e minute, et plus, hein, voilà, un tout petit peu plus que 90e minute, que le Barça, il marque le but de la victoire. Honte à vous. Ça va, toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah, j'ai la santé. Je suis traumatisé, les gars. Je suis traumatisé, les gars. Je suis traumatisé. Non, je rigole, bien sûr, il a marqué. Le FC Barcelone qui s'impose face à Guadalajara. Et ce match, franchement, que dire, les gars? Déjà, il était introuvable. C'est le match le plus dur à trouver que j'ai eu de ma vie, peut-être. Je me suis retrouvé sur le DAZN allemand. La première mi-temps, c'était n'importe quoi. Les joueurs de Guadalajara, ils coupaient tout. En fait, ils utilisaient exactement la même tactique que je crois le match dernier sur Yamal. C'est-à-dire que dès que Yamal il avait le ballon, ça lui arrachait le maillot. Ça l'a grippé. Ça dit non, mon gars, tu vas pas jouer aujourd'hui. Ce qui a fait qu'ils ont tenu la première mi-temps. Et peut-être même jusqu'à la 70e. C'était sans compter sur ce magnifique centre de De Jong pour Christensen qui d'ailleurs a fait une excellente rentrée en deuxième période. Si je ne me trompe pas, il est bien rentré en deuxième période. Avec les caméras du stade, je sais même plus qui rentre, qui sort. Et a mis une tête qui a rebondi sur le dos de l'adversaire avant de rentrer sec. Puis quelques minutes plus tard, on se retrouve à cette situation. Lamine Yamal qui lance dans la profondeur parfaitement. Marcus Rashford qui arrive devant le goal. Le feinte, eh oui, il l'a feinté. Et finit pied gauche dans la cage vide. Et vu le mal que Rashford il a eu dans ce match, j'ai eu bien peur qu'il rate. En tout cas, tout est bien qui finit bien dans un stade insalubre. Et le FC Barcelone est qualifié pour la suite. Évidemment, il y a des individus qui vont dire « Ah, ils ont paniqué face à Guadalajara. Ils ont failli mettre l'équipe type. » C'est vrai. Et alors? Vous connaissez pas les matchs bourbiers en Espagne? C'était ce Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Si vous avez pu le voir en ça. Bao! Rashford, même si t'as marqué aujourd'hui, on va pas oublier ton match désastreux. Moi, ce que je retiens, c'est pas que Rashford a marqué un but. C'est que Rashford a eu besoin de 45 occasions avant de marquer contre une équipe de 3e division espagnole. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'était Marcus Rashford. Marcus Rashford, les gars, c'était pas Marcus Rashford. C'était Marcus Roquefort. Une catastrophe, les gars. Son match, il puait le Roquefort, pour le coup. C'était vraiment désastreux. À la finition, c'était compliqué. Dans le jeu, c'était une catastrophe. Une catastrophe, les gars. À la limite que t'aies beaucoup de pertes de balles. Yamal aussi, hein. Yamal aussi, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de dribbles ratés, etc. Mais Rashford, pas un seul. Pas un seul dribble raté. Et alors, quand je vous dis dribble raté, c'est encore un grand mot, les gars. Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça des dribbles. Parce que juste pousser le ballon et espérer récupérer le ballon juste derrière, j'appelle pas ça un dribble. J'appelle pas ça un dribble. Je suis désolé, les gars. Donc c'est pas parce que t'as mis un but juste derrière en fin de match quand il y avait les joueurs de Guadalajara qui sont un petit peu découverts, qui ont laissé un peu plus d'espace quand c'était déjà 1-0, que ça veut dire pour autant qu'on va applaudir son match, qu'on va dire ouais bravo Rashford exceptionnel. Loin de là, les gars. Très très loin de là. Attendez. Le match, il était long, les gars. Je vous promets, j'avais l'impression que le match, il était interminable. Toute la première mi-temps, c'était attaque-défense, avec un Barça qui a essayé de trouver la solution face à un triple bus de Guadalajara. Et vraiment, j'insiste, un triple bus. Sans parler de toutes les fautes qui avaient lieu toutes les 2 minutes sur Lamine Yamal. En première mi-temps, pour trouver la faille, ça a été assez compliqué. Au retour des vestiaires, le Barça s'est créé quelques occasions avec notamment Marcus Rashford. Et le gardien de Guadalajara faisait le match de sa vie. Dites-vous qu'à la 68e minute, il y avait toujours 0-0. Et heureusement pour nous, suite à un corner à la 77e, on a Frenkie de Jong qui a adressé un bon ballon sur la tête de Christensen, qui a donc inscrit le but du 1-0. Au passage, Christensen, ça m'a fait plaisir de le voir aujourd'hui, parce qu'on sait que ces derniers temps, il a pas joué beaucoup de matchs, et j'espère que ce but lui fera du bien pour la confiance. Et en toute fin de match, sur une passe de Lamine Yamal, Marcus Rashford est venu marquer le but du 2-0. Victoire du Barça 2-0 et ça fait plaisir, même si j'aurais aimé honnêtement que le Barça puisse débloquer la situation plus tôt, ce qui aurait permis qu'on puisse éviter de faire rentrer Pedri, et que surtout à la fin on puisse reposer des joueurs comme Lamine Yamal, car faut le préciser, mais aujourd'hui il a joué tout le match. En sachant que ce week-end, le Barça a un déplacement à Villarreal, et là-bas aussi on le sait, il jouera tout le match. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Si c'est pas le meilleur joueur du monde actuellement, j'ai une question pour vous, répondez-y. Je pense que vous avez tous au moins vu un match de Lamine Yamal cette saison. On est encore qu'au mois de décembre. Citez-moi un match où Lamine Yamal va doubler, tripler, quadrupler. Parce que l'année dernière, ça pleurait. Il était phénoménal et ça voulait le réduire au stade. Que 9 buts en Liga. Ok, on est en décembre. Il a déjà 20 buts et passes décisives. Pour illustrer tout ça, je vais vous prendre le match de ce soir face à Guadalajara, équipe de Détroit. Lamine Yamal qui part sur son côté en 1v1, prise à 3. Il continue dans l'action. Prise à 3, je dirais même quasiment 4.
Prise à 2. Citez-moi un seul joueur qui subit ce traitement. Un seul. Kylian Mbappé? Non. Erling Haaland? Non. Harry Kane? Non. Michael Olise? Non. Vinicius? Cas particulier. Très souvent doublé et triplé, je l'avoue. Mais les défenseurs qui le doublent et le triplent, c'est juste parce qu'ils ont rien à faire dans la surface. Donc ils ont du temps libre. Et vous le savez, quand quelqu'un fait un appel, ça le double pas. Mais c'est le seul. Personne ne subit le traitement sur un terrain que Lamine Yamal subit. Les coachs ont déjà mis en place un système anti-Lamine Yamal, au point où les Barcelonais se plaignent et réclament à peine à 18 ans que Lamine Yamal se réinvente, qu'ils doivent passer numéro 10, qu'il n'a plus le droit de jouer à son poste, tellement les coachs obligent leur défense et leurs défenseurs à venir faire des prises à 2 et à 3 par peur de Lamine Yamal et de ce qu'il est capable de faire. Donc je vous repose la question une dernière fois. Si c'est pas le meilleur joueur du monde, pourquoi c'est le seul à subir ce traitement? Il y a une chose qui m'a vraiment dérangé sur le match de Yamal, les gars. C'est ça. Tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Tu vois que c'est 0-0, on est à la 75e minute. Que la moindre situation, elle peut nous plomber. Que si ça se finit en 0-0 et qu'on va au tir au but, que ça peut être très très compliqué avec Ter Stegen derrière. Tu peux pas te permettre de tenter des petits ponts comme ça, comme si tu jouais avec les gens de ton quartier. Même si, en face de toi, c'est des joueurs amateurs, ça reste un match important. Ça reste la Coupe du Roi. Donc c'est là où je vous dis, les gars, c'est là où j'étais déçu. On peut pas dire qu'il a fait un mauvais match globalement, parce que bien sûr qu'il a réussi énormément de dribbles, il a fait pas mal de choses intéressantes, il te met cette super passe pour Rashford sur le deuxième but. Mais ça, les gars, il faut qu'il comprenne, même si voilà, il est encore jeune, et ça c'est quelque chose qu'il va comprendre petit à petit avec l'âge, mais il faut qu'il commence à le comprendre le plus rapidement possible, qu'il peut pas se permettre de le faire. Tu peux te permettre à 2-0, quand t'es rassuré, même à 1-0, quand tu sais que t'as le score qui est plus ou moins à l'abri, tu peux te permettre. Mais là, en plus de ça, les gars, faut pas oublier que sur cette perte de balle, ça donne une contre-attaque à cette équipe de Guadalajara qui aurait pu nous mettre en difficulté. Donc c'est là où il y a mal. Faut vraiment que tu fasses attention à ça. Si avec ça, vous n'arrivez pas enfin à comprendre que De Jong, c'est pas un 6, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. De Jong est pas fait pour jouer en 6, il est fait pour jouer plus haut sur le terrain. Ça fait des années que je le dis, les gars. Des années que je le dis et je le répète. Quand on le voit en 6, c'est trop léger défensivement pour être un vrai 6. Il t'apporte pas suffisamment de verticalité, balle au pied quand il joue en 6. Alors que quand tu vois plus sur le terrain, quand il prend un peu plus de risques, alors il y a peut-être un peu plus de perte de balle que quand il est en 6. Donc c'est vrai que directement, quand tu vois un peu plus sur le terrain, il y en a qui disent « Ouais non, mais De Jong, non, il est pas bon. » Non, c'est normal d'avoir plus de perte de balle, d'avoir plus de prise de risque quand tu joues en 8 ou en 10. Et là, les gars, cette passe dans le demi-espace, un petit peu à la De Bruyne, ce petit centre justement, qui met sur le premier but, exceptionnel, les gars. Exceptionnel. C'est ça qu'on veut voir, les gars. C'est ça, c'est moi là, les gars, qui suis pas un grand fan du tout de Jong. Parce que on s'obstine depuis des années à le mettre au poste de numéro 6, mais quand tu le vois comme ça plus haut sur le terrain, mais franchement, mais on n'a même pas besoin de Fermin, on n'a pas besoin de Olmo, on n'a pas besoin de tout ça. Je vous le dis, je vous le redis, les gars, le milieu de terrain qu'on doit avoir, c'est Eric Garcia, Pedri et De Jong plus haut. Tout simplement, les gars. Tout simplement, j'espère qu'au moins maintenant vous allez enfin ouvrir les yeux par rapport à ça. Même défensivement quand il va presser un peu plus haut. Il est plus intéressant que quand voilà, il doit subir des contre-attaques comme le fait très bien Eric Garcia par exemple. En tant que kiné spécialisé dans le sport, les gars, quand j'ai appris que Marc Bernal s'était fait les croisés, j'avais une seule crainte sur ce joueur-là, les gars. Ma plus grosse crainte, c'est qu'il perd une chose. Pas sa qualité de passe, pas sa qualité de dribble, pas sa qualité défensive. Qu'il perde une chose qui pour moi faisait sa force, qui fait la force de Bernal comme ça faisait la force de Busquets à l'époque. Cette capacité à pouvoir pivoter sur son pied d'appui, les gars. Regardez ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça, les gars? C'est pour moi ce qui fait la plus grande force de Bernal. Alors là, à limite, franchement, c'est pas là où on voit que c'est le plus impressionnant. Parce que là où c'est vraiment impressionnant, c'est quand il est dos au but, quand il est dos au jeu et qu'il reçoit une passe et qu'il se retourne directement pour aller chercher la verticalité. Donc là, c'est pas vraiment le plus intéressant. C'est peut-être le plus impressionnant visuellement parce que on voit cette capacité, cette facilité qu'il a à pouvoir se retourner et puis juste derrière à te mettre ce petit pont. Mais là où ça me rassure et là où je peux vous confirmer, je vous le dis les gars, qu'il va absolument rien perdre de son niveau, que son talent il va finir par le garder, c'est ça les gars. Parce que il faut savoir justement que quand tu te fais les ligaments croisés, généralement, voilà, cette tendance à faire ces rotations, à pivoter comme ça sur ta jambe d'appui, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Tu perds un petit peu ça.
tu perds un petit peu cette souplesse, cette mobilité sur la rotation une fois que tu te fais cette opération-là. Et apparemment, voilà. Non seulement, on voit qu'il a pas perdu de tout ça, mais surtout, ça montre à quel point, voilà, il est beaucoup plus serein sur ses appuis. Il a beaucoup plus de confiance sur ses appuis parce que je vous dis, encore une fois, quelqu'un qui se fait les ligaments croisés, ce genre de geste, quand il n'est pas à 100% physiquement et mentalement, c'est fini. Impossible de les faire. Donc c'est là où c'est positif, les gars. Mais quel régal ce Lamine Yamal, je savais pas qu'il avait les gènes de Lionel Messi aussi. Jusqu'à là, je me demande comment il a réussi à s'en sortir de cette situation. C'est là on voit toute la technicité du gars. Il reçoit le ballon, il a déjà 2 joueurs d'Alaves sur lui. Une seule petite fan de corps a suffi pour les éliminer. Et là, il s'est retrouvé d'un coup au milieu de 4 joueurs, les amis. Regardez comment le petit est technique. Il y en a un qui a essayé de l'attraper, impossible, il s'est cassé les reins. Me fume comment il a fait danser la Zumba. Regardez, c'est pas fini. Il y en a un qui a voulu tacler, aller dans les fesses, il est passé en vrille. Regardez-moi la tête du gars, lui-même il comprend pas ce qui vient de se passer. Un de ses coéquipiers qui est venu le venger, lui aussi il a pris pour lui. Et là, Lamine Yamal a réussi à s'échapper. Milieu de 8 joueurs, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans les petits espaces, Lamine Yamal commence à devenir dangereux. Car moi, j'avais l'impression de voir Lionel Messi. Le seul jeune joueur que j'ai l'habitude de voir faire ça, c'est Musiala. Lamine Yamal, c'est souvent dans les 1 contre 1 qu'il est dangereux. Mais là, il commence à montrer autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. En première mi-temps, déjà, c'était le seul qui ressortait du lot. Tous les autres étaient perdus. Ils n'arrivaient pas à poser leur jeu. Il y a quelques jours, lorsque Neymar a dit que son successeur, c'était Rodrigo, tout le monde s'est offusqué, surtout les Barcelonais. Et en vrai, je suis d'accord avec eux parce que pour moi, Lamine Yamal est celui qui se rapproche le plus de Neymar. Et aussi de Lionel Messi, bizarrement. Il y a même de Lofeu, le joueur espagnol qui a joué à Everton à un moment, a aussi dit qu'il voyait la fusion de Lionel Messi et Neymar en lui. Et là, j'ai même pas fini de faire la vidéo. Il vient de faire une magnifique passe décisive à Robert Lewandowski. Non, ce petit là. Di Maria nous a trahi, les amis. C'est comme ça, tu parles de Cristiano Ronaldo. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo, lors d'une interview, avait déclaré qu'il pensait être le meilleur joueur de l'histoire et qu'il était aussi le joueur le plus complet au monde. Et bah aujourd'hui, son ancien coéquipier Di Maria a décidé de le trahir lors d'une interview. Écoutez très bien la dinguerie qu'il va dire à la fin, c'est la trahison ultime. Le journaliste l'a demandé: que pensez-vous du fait que Cristiano Ronaldo se qualifie lui-même de GOAT? Et là, Di Maria a répondu: cela ne me surprend pas. J'ai joué avec lui au Real Madrid pendant 4 ans. Il a toujours été comme ça. Il s'efforce d'être le meilleur. Et c'est là la trahison commence. Regardez ce qu'il dit. Il dit: mais malheureusement pour lui, il est né dans la mauvaise génération car il y avait un autre. De quel autre tu parles? Et celle-là, il enfonce Cristiano Ronaldo encore plus. Il dit: la réalité finale est dans les chiffres. L'un a 8 ballons d'or, l'autre en a 5. Ensuite, il y a Lionel Messi qui a remporté la Coupe du Monde, ce qui fait une grande différence. Il a remporté 2 Copa América aussi. Pour moi, il n'y a aucun doute, Lionel Messi est le meilleur footballeur de l'histoire. Et Di Maria. Et pourtant, Cristiano Ronaldo, c'est ton ancien coéquipier, c'est ton ami. En fait, j'ai compris, les Argentins là, à part Garnacho, il n'y en a aucun qui ose dire que Cristiano Ronaldo est meilleur que Lionel Messi. Celle-là, tu vois que ce gars-là, c'est un vrai baron. Oh, quelle trahison encore une fois.